À la fin du mois d'août 1944, après la libération de Paris, les Alliés ont atteint la Seine avec 15 jours d'avance sur leurs prévisions. Et la Wehrmacht semble en déroute. L'état-major espère déjà que la guerre sera terminée avant la fin de l'année. Après la percée d'Avranches dont j'ai parlé à l'épisode 22, la 3e armée du général Patton connaît une avancée fulgurante, bien dans l'esprit impulsif et les capacités stratégiques de son chef. Et le 29 août, Reims est libérée. La popularité de Patton outre-Atlantique est alors à son zénith. Mais faute d'un approvisionnement suffisant en essence, il doit cesser sa progression à la fin du mois à seulement 150 km du Rhin. En effet, la logistique est essentielle pour les forces alliées qui ont besoin chaque jour de quelques 4 millions de litres d'essence et de 20 000 tonnes de ravitaillement. Or, plus leurs armées progressent en direction de l'Allemagne, plus les lignes de ravitaillement s'allongent. Car en ce mois d'août 1944, seuls les ports de Cherbourg et d'Arromanches sont accessibles. Et le réseau ferroviaire français n'est guère utilisable. C'est tout un système routier qui a alors dû être mis en place au départ de Cherbourg avec une noria de camions, le Red Bull Express, qui a fonctionné du 25 août au 16 novembre 1944. Au nord, les Britanniques et les Canadiens du 21e groupe d'armée, commandé par le maréchal Bernard Montgomery, progressent également rapidement en Belgique. Bruxelles est libérée le 3 septembre, Anvers le 4 et Gand le 6. Mais le Britannique, à l'égocentrisme exacerbé, est jaloux de la popularité de Patton. En outre, il accepte mal d'avoir dû céder au général Eisenhower la place de commandant suprême des forces alliées, même si, en consolation, Churchill l'a promu maréchal le 1er septembre. Entre Patton et Montgomery, c'est le choc de deux égaux qu'Eisenhower va devoir arbitrer. En effet, Patton et son supérieur hiérarchique, le général Omar Bradley, commandant le 12e groupe d'armée des États-Unis, souhaitent poursuivre l'offensive de la 3e armée en direction de Mannheim et de Francfort, au-delà du Rhin. Persuadés que la ligne de défense allemande, la ligne Siegfried, pendant allemand de la ligne Maginot, n'offrirait pas une résistance sérieuse. De son côté, Montgomery, dont la popularité est forte en Grande-Bretagne, propose une vaste offensive à travers la Belgique et les Pays-Bas pour contourner la ligne Siegfried et atteindre le cœur industriel de l'Allemagne dans la Ruhr avant de foncer sur Berlin et de donner ainsi en quelques semaines le coup de grâce au Troisième Reich. Le plan de Montgomery est audacieux, mais il nécessite une priorité sur leur approvisionnement en essence, alors que la 3e armée de Patton est toujours bloquée par la panne sèche. Eisenhower doit donc faire preuve de diplomatie, et s'il ne souscrit pas entièrement au projet initial de Montgomery, qui souhaitait disposer d'une force de 40 divisions, il n'ignore pas l'intérêt stratégique de pouvoir disposer pour le ravitaillement, condition préalable au succès d'une invasion de l'Allemagne, des ports de la Manche, et surtout d'Anvers, dont la Wehrmacht contrôle toujours les voies d'accès sur l'estuaire de l'Escaut. C'est une solution de compromis qui va être adoptée le 10 septembre, avec une offensive au nord pour prendre Anvers et atteindre le Rhin inférieur. C'est l'opération Market Garden, combinant une offensive aéroportée, du nom de code Market, et une offensive terrestre, du nom de code Garden. L'objectif est de parachuter 3 divisions aéroportées, soit plus de 40 000 soldats britanniques, américains et polonais, afin de s'emparer de 5 ponts, franchissant respectivement le canal Wilhelmine, le canal Zuid-Wilhelmsvaart, puis la Meuse à Grave, le Waal à Nimègue, et enfin le Bas-Rhin à Arnhem, et de tenir ces ponts jusqu'à ce que les troupes au sol du 30e corps blindé du général britannique Brian Horrocks fassent leur jonction, en parcourant les 107 km les séparant d'Arnhem
dans un délai maximum de 4 jours. 107 km jusqu'à Arnhem. Le général Frederick Browning, commandant le groupe aéroporté, dubitatif, répond à Montgomery, je cite, « Nous pourrons tenir 4 jours, mais je crains bien, monsieur le maréchal, que nous n'allions un pont trop loin. » Qu'importe. L'opération Market Garden commence le 17 septembre par le largage de 20 000 parachutistes et de 14 000 combattants aéroportés. Mais ces hommes n'ont avec eux que du matériel léger. Et ils devront tenir ces 5 ponts sans blindés, ni artillerie, alors que face à eux, les Allemands, commandés par le maréchal von Rundstedt, rappelé par Hitler le 4 septembre à la tête du haut commandement de l'Ouest, ont pu se réorganiser, avec notamment le renfort de 2 divisions blindées de Panzer SS. En outre, plus les Alliés se rapprochent des frontières de l'Allemagne, plus la résistance des troupes allemandes se durcit. Car c'est maintenant leur mère patrie qui défendent. Une patrie que le plan du secrétaire américain au Trésor, Henry Morgenthau, largement diffusé par la propagande de Goebbels, veut transformer en une nation agricole et pastorale, désarmée et sans industrie. Les parachutistes américains des 101e et 82e divisions aéroportées ont pu atteindre leurs objectifs sur les 4 premiers ponts. Et ils doivent maintenant sécuriser un couloir jusqu'à l'arrivée des troupes terrestres du 30e corps d'armée britannique. Mais au bout de 2 jours, ces dernières n'ont pu progresser que d'une trentaine de kilomètres près d'Eindhoven, tandis que les contre-attaques allemandes se succèdent. Les parachutistes de la première division aéroportée britannique doivent, quant à eux, prendre le 5e pont à Arnhem. Mais ils se heurtent aux 2 divisions de Panzer SS qui leur imposent une riposte brutale. Le commandement britannique, privé en particulier de liaisons radio, est complètement désorganisé, tandis que les Allemands ont l'avantage du nombre et du matériel. Les 740 hommes du 2e bataillon de parachutistes du lieutenant-colonel John Frost ont certes pu s'emparer du pont d'Arnhem sur le Bas-Rhin, mais ils se trouvent encerclés par les Allemands, qui multiplient les attaques, alors que les troupes du 30e corps d'armée qui devraient les rejoindre sont encore à une centaine de kilomètres de là. Le 20 septembre, la situation du 2e bataillon est désespérée. Frost est grièvement blessé, et ils ne sont plus que 150 en état de combattre. Le lendemain, les Allemands ont repris le pont. C'est l'échec de l'opération Market Garden qui aura coûté aux Alliés plus de 16 800 hommes tués, blessés ou prisonniers, tandis que les Allemands n'ont subi que 8 000 pertes, dont 2 000 tués. Arnhem était effectivement un pont trop loin. L'accès au port d'Anvers ne pourra être dégagé que le 4 novembre. Et si, après son déminage, ce sont à partir du 29 novembre 1944 10 000 tonnes de ravitaillement qui pourront y être débarquées quotidiennement, l'échec de l'opération Market Garden a fait perdre 2 mois aux Alliés. En outre, le nord des Pays-Bas ne sera libéré qu'à la toute fin de la guerre, le 7 mai 1945, et connaîtra pendant l'hiver 1944-1945 une terrible famine qui causera plus de 22 000 morts dans la population. Au même moment, plus au sud, les 1ère et 30e divisions d'infanterie de la première armée américaine, qui avaient pénétré sur le sol allemand dès le 11 septembre, mais que l'opération Market Garden avait contraint à marquer le pas, se lancent à partir du 2 octobre à l'assaut d'Aix-la-Chapelle, ville particulièrement symbolique, qui fut la capitale de l'Empire carolingien, et où pendant 600 ans, les empereurs germaniques se sont fait couronner. Après de rudes combats, la ville est occupée le 21 octobre. La première armée n'est plus qu'à une cinquantaine de kilomètres du Rhin. Mais pour l'atteindre, il faut traverser le Hürtgen, vaste plateau forestier de 140 km² au sud-est d'Aix-la-Chapelle, et bordé à l'est par la Ruhr, un affluent de la Meuse.
c'est une région semi-montagneuse, aux forêts très épaisses, difficile d'accès en automne et en hiver du fait de l'absence de route. Mais au lieu de contourner cette zone, le lieutenant-général Courtney Hodge, qui a succédé au général Bradley à la tête de la première armée, choisit tout de même d'attaquer directement à travers cette région pour atteindre au plus vite le Rhin. Or, le maréchal allemand Walter Model, à la tête du groupe d'armée B, a pu organiser une nouvelle ligne de défense autour d'Aix-la-Chapelle, de Geilenkirchen à Eschweiler, et en particulier dans cette forêt de Hürtgen, avec un réseau de petites fortifications, de pièges et de champs de mines, pour y mener une terrible guerre d'usure qui ne prendra fin qu'à la mi-février 1945. Plusieurs officiers allemands ont considéré que les combats de la forêt de Hürtgen étaient pires que ceux de la Première Guerre mondiale ou même que ceux du front de l'Est. Et du côté des Alliés, Ernest Hemingway, alors correspondant de guerre attaché au 22e d'infanterie, a témoigné de l'extrême dureté des combats en les comparant à la bataille de Passchendaele d'octobre 1917. Cette guerre de position, la plus longue de la guerre sur le sol allemand, fut très coûteuse en vie humaine. 33 000 hommes mis hors de combat sur les 120 000 engagés par l'armée américaine. Non seulement du fait des combats, mais aussi des gelures, des pneumonies, et surtout des effondrements psychologiques pour au moins 8 000 d'entre eux, au point que les Alliés qualifieront cette bataille de défaite de première importance. Les pertes allemandes, quant à elles, sont estimées entre 12 000 et 16 000 hommes. L'échec de l'opération Market Garden et la guerre d'usure de la forêt de Hürtgen figent le front occidental. Et en cet hiver 1944-1945 particulièrement glacial, l'état-major allié n'envisage pas de reprendre une guerre de mouvement avant le printemps 1945. Il ignore alors que Hitler a décidé, depuis le 16 septembre 1944, de lancer une offensive dans les Ardennes, sous le nom de code de Garde au Rhin, et d'en confier la préparation à un état-major restreint à ses plus proches conseillers, tels que Gödel et Keitel. Le plan du Führer tente à rééditer l'offensive de mai 1940, mais en dirigeant cette fois ses armées en direction d'Anvers, pour reprendre le port aux Alliés, et surtout pour couper leurs forces en deux, isolant les Canadiens et les Britanniques des Américains pour leur infliger un nouveau Dunkerque, ce qui, espérait Hitler, aurait créé une division chez les Alliés et conduit les Britanniques à reconsidérer leur participation à la guerre. Ainsi auraient été créées les conditions d'une paix à l'Ouest selon lui. De plus en plus paranoïaque depuis l'attentat manqué du 20 juillet 1944, Hitler impose le secret le plus absolu sur ce projet, même à l'égard de von Rundstedt et de Model, qui n'en apprendront l'existence que le 24 octobre. D'emblée, ceux-ci comprennent que ce plan grandiose est parfaitement irréalisable. Nous ne sommes plus en mai 1940, et les forces en présence ne sont évidemment plus les mêmes. Faute de pouvoir s'opposer frontalement à ce projet, von Rundstedt et Model vont tenter de proposer ce qui sera appelé une petite solution, consistant à lancer une offensive plus modeste en direction d'Aix-la-Chapelle et de la Meuse. Mais rien n'y fait, et Hitler maintient ses ordres. Ce n'est que le 12 décembre 1944 qu'il dévoilera enfin ses plans à son nouveau quartier général de Ladlerhorst, près du château de Ziegenberg, dans l'état de Hesse, devant l'ensemble des officiers généraux concernés par ce qui a été rebaptisé l'opération Brouillard d'automne. 200 000 hommes et 800 chars doivent participer à cette offensive en direction de la Meuse. La 6e armée blindée SS du général Sepp Dietrich devant capturer Anvers, tandis que la 5e armée blindée du général Hasso von Manteuffel se dirigera vers Bruxelles,
et que la 7e armée du général Erich Brandenberger protégera le flanc sud d'une éventuelle contre-attaque américaine. 2 autres opérations sont également prévues. L'opération Stösser, sous le commandement du colonel von der Heydte, prévoyant un largage nocturne de parachutistes au nord de Malmedy pour tenir la route des Hautes-Fagnes, et l'opération Greif, Griffon en français, dirigée par le colonel SS Otto Skorzeny, envoyé derrière les lignes adverses avec des hommes déguisés en GI pour semer la confusion et la panique chez les Américains et capturer intacts les ponts sur la Meuse. Comme von Rundstedt et Model, la plupart des officiers généraux, mis à part quelques fanatiques, émettent les plus grandes réserves sur les chances de succès de cette opération. D'autant plus que si les tankistes et les parachutistes sont des hommes aguerris et bien encadrés, il n'en est pas de même des divisions d'infanterie, comprenant pour la plupart des hommes déjà épuisés par les précédents combats, ou inexpérimentés et peu motivés. L'approvisionnement en carburant est également un souci constant pour les Allemands, qui ne peuvent plus compter sur les puits de pétrole de Roumanie et dont les convois ferroviaires d'essence synthétique sont la cible des bombardements alliés. Leur seul espoir est de pouvoir capturer en chemin les dépôts de carburant mis en place par les Alliés. Et surtout, la Luftwaffe a perdu la maîtrise des airs, même si Göring a promis 2000 avions en réaction, pure forfanterie, car moins de 200 biréacteurs Messerschmitt 262A sont opérationnels. Et les autres avions en réaction, Messerschmitt 163 ou Heinkel 162A, ne sont encore que des prototypes. Mais Hitler ne tient aucun compte de ces réserves, et ses subordonnés, résignés, ne peuvent qu'obéir à ses ordres et faire, chacun à leur niveau, le maximum. Du côté américain, le secteur des Ardennes, réputé infranchissable malgré le précédent de mai 1940, est défendu par le 8e corps d'armée américain, soit environ 75 000 hommes, dont beaucoup n'ont pas encore connu le feu, et 300 chars. Cette région est considérée comme un front calme, où sont même envoyées pour se reposer les unités durement éprouvées par les combats de la forêt de Hürtgen. Et pourtant, au sein de la première armée US, l'officier du renseignement, le colonel Benjamin Dixon, a prévenu dès le 10 décembre que les Allemands se préparaient à lancer une contre-offensive. Et le 14, il précise même que cette attaque serait lancée dans les Ardennes. Mais ses supérieurs ignorent son rapport et l'invitent même à prendre quelques jours de congé à Paris pour la Noël. L'offensive allemande commence le 16 décembre 1944 à 6h30, après un tir d'artillerie qui a surpris brutalement les Américains. Le temps couvert ne permet pas de procéder à des reconnaissances aériennes, et les généraux Eisenhower et Bradley, prévenus de l'attaque en début d'après-midi alors qu'ils se trouvent à Versailles, ne prennent pas encore la mesure de l'ampleur de cette offensive. Néanmoins, les GI, dépassés dans un premier temps par la violence de l'attaque, résistent plus durement que ne l'avait espéré Sepp Dietrich, dont la 6e armée n'avance pas aussi rapidement que prévu. Au sud, en revanche, von Manteuffel atteint Clairvaux, au Luxembourg, et se dirige vers la ville belge de Bastogne, place stratégique où convergent les 7 principales routes des Ardennes. L'opération aéroportée Stösser se déroule dans la nuit du 16 au 17. Mais elle est un échec, car un tiers seulement des hommes ont été parachutés sur la zone prévue, et, acculés à la défensive, ils ne pourront pas effectuer leur mission. Livré à lui-même, blessé, le colonel von der Heydte sera d'ailleurs fait prisonnier par les Américains le 22 décembre. L'opération Griffon n'aura guère plus de succès. Car loin de pouvoir équiper une brigade entière avec du matériel et des uniformes américains, Skorzeny n'a pu réellement constituer qu'une seule compagnie d'une dizaine d'hommes, susceptibles de se faire passer pour des GI
en parlant parfaitement l'anglais avec l'accent américain. Une seule équipe a pu intervertir des panneaux de signalisation pour perturber les mouvements de troupes. Mais à aucun moment, les commandos ne purent s'emparer des ponts sur la Meuse. La capture d'un de ces commandos va toutefois créer une véritable psychose chez les Américains qui voient partout des SS déguisés en GI. Surtout qu'une rumeur laissait entendre que Skorzeny voulait enlever ou assassiner Eisenhower. La police militaire ne se contente plus du mot de passe et pour démasquer les faux militaires, elle pose des questions dont seul un véritable Américain connaîtrait la réponse, tels que les noms des époux de vedettes de cinéma ou les résultats des matchs de baseball, etc. Mais le trouble ainsi causé n'a pas réellement compromis la marche des opérations. Et il est à noter que le port d'uniforme ennemi étant considéré comme un crime de guerre, les 18 SS capturés ont été passés par les armes. Le 17 décembre, la première division blindée SS, commandée par le lieutenant-colonel Joachim Peiper, a pu faire le plein d'essence en s'emparant d'un dépôt de carburant américain et progresse seul vers l'ouest. Peiper a pour consigne de ne pas faire de prisonniers pour ne pas être ralenti. Mais à 12h30, il capture à Bonnier, près de Malmedy, une centaine d'artilleurs américains qui sont rassemblés dans une prairie avant d'y être massacrés. Il y aura 84 morts. Et ce n'est pas un acte isolé. En effet, Hitler a expressément ordonné que l'offensive soit menée avec brutalité pour terroriser l'adversaire. Peiper sera ainsi responsable en tout de la mort de 362 prisonniers de guerre et de 111 civils. Plusieurs soldats ayant réchappé à la tuerie, la nouvelle de ce massacre sera rapidement connue parmi les militaires américains qui, loin d'en être terrorisés, ne penseront qu'à venger leurs camarades. Le 18, Peiper a pris la ville de Stavelot, à 50 km de Liège. Mais il se retrouve en panne de carburant, n'ayant pu s'emparer d'un autre dépôt américain, et il est immobilisé par une attaque aérienne. Son offensive sera définitivement stoppée devant Stoumont le 21. Au centre, les rescapés des divisions blindées américaines et de bataillons antichars et d'artillerie se regroupent dans la ville de Bastogne, où ils sont rejoints par la 101e division aéroportée. Leur résistance à partir du lendemain oblige les Allemands à engager des renforts, alors qu'ils connaissent toujours plus de problèmes de ravitaillement en carburant. Dans la nuit du 21 au 22, Bastogne est complètement encerclée. Mais les 18 000 Américains qui défendent la ville, commandés par le brigadier général Anthony McAuliffe, repoussent les offensives allemandes. À une demande de reddition présentée le 22 à midi, McAuliffe répond laconiquement « Nuts », qu'on peut traduire en français par « des clous ». Dès le 19 décembre, Eisenhower a décidé de contre-attaquer en demandant à Patton de faire pivoter son armée de l'Est vers le Nord, en direction du Luxembourg, afin de faire sa jonction avec les forces alliées venant du Nord, commandées par Montgomery, et prendre ainsi en tenaille les Allemands dans le saillant des Ardennes. Patton réussit à effectuer une telle manœuvre en seulement 2 jours. Et dès le 22, sans attendre le déploiement de toutes ses unités, il débute sa contre-offensive vers Bastogne, tandis que l'aviation alliée profite d'un ciel enfin dégagé pour effectuer plusieurs milliers de sorties par jour. En revanche, la situation se dégrade pour les Allemands qui sont confrontés à une pénurie totale de carburant, contraignant Peiper à abandonner le 24 décembre tous ses chars. Il en est de même de la 2e division blindée qui, encerclée, laisse 1500 prisonniers. Le 26 décembre, le siège de Bastogne est rompu par les Américains de la 4e division blindée. C'est la fin de l'offensive allemande. Et à l'état-major, Jodl lui-même reconnaît que jamais la Meuse ne pourra être atteinte. Le 28, Hitler finit par admettre qu'Anvers ne pourra jamais être pris. Mais il ne se résigne pas
et il ordonne une nouvelle offensive à partir du 1er janvier 1945, l'opération Vent du Nord, pour gagner la trouée de Saverne et isoler la 7e armée américaine au nord de Strasbourg. C'est ainsi qu'est lancée le jour de l'an la dernière grande attaque aérienne allemande, l'opération Bodenplatte, où 1100 chasseurs attaquent simultanément une trentaine de bases alliées, détruisant, selon les historiens, entre 300 et 800 avions, et endommageant les terrains. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, car la Luftwaffe a perdu dans cette attaque plus de 200 avions, et surtout de nombreux pilotes expérimentés, sans avoir les moyens de combler ces pertes. Alors que de leur côté, les Américains n'ont perdu aucun pilote et ont pu remplacer leurs propres pertes matérielles en 2 semaines seulement. Mais l'opération Vent du Nord menace directement Strasbourg, que Leclerc a libéré le 23 novembre, ainsi que je l'ai relaté à l'épisode 22, et que les Français sont farouchement décidés à défendre, alors que dès le début de l'offensive, l'état-major américain avait songé à raccourcir le front par un abandon de la plaine d'Alsace et par conséquent de la ville de Strasbourg. Il ne peut en être question pour les Français, et le 1er janvier 1945, De Gaulle a écrit à Eisenhower, je cite, « Quoi qu'il advienne, les Français défendront Strasbourg. » Le 5 janvier, les Allemands ont franchi le Rhin et ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Mais les Français résistent et parviennent à bloquer l'offensive de la 19e armée allemande. Strasbourg ne sera pas reprise par Hitler. Au même moment, Eisenhower, rassuré par Staline qui a promis de reprendre l'offensive sur le front de l'Est à la mi-janvier, décide d'accroître sa pression sur les Allemands pour liquider ce saillant des Ardennes. Finalement, le 8 janvier, Hitler se décide à accepter un repli général de ses troupes. Mais il est déjà bien tard. Et le 12, 15 000 hommes se retrouvent encerclés près de Bastogne, alors que le même jour, les Soviétiques ont lancé à l'Est leur offensive. Comme lors de l'évacuation de la poche de Falaise au mois d'août 1944, dont j'ai parlé à l'épisode 22, les Allemands refluent en désordre sous les mitraillages et les bombardements de l'aviation alliée. Le 30 janvier, les Américains ont repoussé la Wehrmacht au-delà de ses positions initiales du début de l'offensive. Le coup de poker de Hitler se solde par un échec. La Wehrmacht a perdu près de 100 000 hommes, tués ou faits prisonniers, sans compter le matériel détruit ou abandonné, qui manquera grandement aux Allemands dans les dernières semaines de la guerre. Le bilan est également lourd pour les Américains. Dans les pertes, officiellement 80 500 hommes tués, blessés ou disparus, sont supérieures à celles du débarquement de Normandie. Mais désormais, Eisenhower peut envisager de reprendre l'offensive en direction du Rhin et du cœur de l'Allemagne. La fin du Troisième Reich n'est désormais plus qu'une question de semaines.